Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente Génération Do It Yourself. L'idée de ce podcast est de décortiquer le succès de sportifs, d'entrepreneurs ou d'artistes. À travers des discussions sans filtre, je cherche à découvrir leur parcours, leurs outils et de comprendre leur mode de pensée et leur organisation. Ce podcast existe grâce à Cosa Vostra. Avec Cosa Vostra, nous conseillons et accompagnons autant des grandes entreprises du luxe du CAC 40 que des startups, des PME très traditionnelles et même quelques entreprises et administrations publiques. Ma plus grande fierté, c'est avant tout la merveilleuse équipe que nous avons constituée. Nous nous arrachons au quotidien pour trouver des talents dans plein de domaines du digital, les meilleurs designers, les meilleurs développeurs ou encore les meilleurs consultants pour accompagner nos clients dans leur croissance et leur innovation. Nous serions ravis d'échanger avec vous autour de vos problématiques. Envoyez-nous un email à contact@cosavostra.com et si vous avez des talents à nous recommander, connectez-vous sur le site www.cosavostra.com. Merci. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui, je commence toujours de la même manière en fait, l'immense plaisir, fantastique, je suis vraiment très très content, Chanty, donc j'ai donné un indice, Chanty Bayrel, de Chanty Biscuit. Salut Chanty. Salut Mathieu. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, je m'appelle Chanty et c'est mon vrai prénom, parce que souvent les gens pensent que c'est un pseudo par rapport à la marque. Ton pseudo c'est Bisqueen. Oui, voilà, c'est mon nom de scène. et donc, j'ai créé Chanty Biscuit. Je viens d'avoir 30 ans, mais si on peut dire que j'ai 29, ça m'arrange. Et voilà, je sais pas quoi dire. Tu habites entre Paris et Aix. Ouais, c'est ça. J'ai grandi à Aix. D'accord. Ouais. Et t'as laissé l'accent là-bas. Il paraît que j'ai un peu l'accent sur certains mots. C'est vrai ? Je m'en rends pas compte, mais... Bon. Voilà. Donc tu es, si je reprends ton pseudonyme de Bisqueen, la reine du biscuit. C'est ça ? Oui. C'est pas mal. un drôle de titre. Tu t'attendais à devenir un jour la reine du biscuit ou pas ? Ah non, pas du tout. En plus, c'est quelqu'un qui me l'a dit sur Instagram un jour. Je fais, ah mais c'est trop cool. Et ah non, absolument pas. Donc Chanty Biscuit, l'activité que tu diriges, que tu as fondée en 2013, ouais. Est une fabrique de biscuits. Personnalisé, ouais. D'accord. Made in France, donc. Oui, Made in Provence. Maintenant. Made in Provence, ouais. D'accord. Drôle de trip ? Oui, c'était pas du tout calculé, à la base. Mais ouais, je suis tombée dedans par hasard. En fait, il y a 6 ans, à un anniversaire, donc c'était pour mes 24 ans, on m'a offert un tampon à biscuits. Et sur le tampon, il y avait marqué « Approuvé par le chef ». Donc, j'ai fait les biscuits et je me suis dit, c'est cool d'avoir un message sur un biscuit, mais ça aurait été mieux si j'avais pu choisir le message. J'aurais pu les offrir à quelqu'un, quoi. Donc, le tampon, il était fixe. Tu pouvais pas changer le message, hein ? Ah non, c'est un truc que tu achètes à Carrefour. D'accord. C'est les petits accessoires de cuisine, là. En plus, c'était à l'époque, c'était la mode des cupcakes et tout, donc il y avait plein de trucs comme ça. Et on m'a offert un anniversaire, un lot avec plein de petits accessoires de cuisine comme ça, pour délirer, quoi. Et il y avait ça dedans. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et en fait, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais c'est fou que ça n'existe pas. Tu me vois, c'est une trop bonne idée, quoi. Je suis en train de boire mon café et j'ai failli le cracher. Non, et à la fois, tu te dis quand même, je vais faire des biscuits avec des messages dessus et ça va révolutionner le monde. Mais non, pas du tout. En fait, moi, je me suis juste dit, il faut que ça existe. Et en fait, je me suis pas du tout dit, je vais monter un business, rien du tout. Oui, c'est ça, d'accord. Ah non. Moi, je me suis dit, en plus, ça va m'occuper. J'aime bien faire les trucs un peu manuels. J'aime bien créer des trucs et tout. Et puis, je sais pas, c'est devenu une obsession, quoi. En plus... Mais attends, alors, donc, remontons un peu, du coup, avant de voir comment t'as transformé tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même quelque chose d'assez incroyable, imposant. Ouais. Tu me racontais que t'avais des gens à Paris, à Aix, ouais. Mais du coup, avant, tu faisais quoi ? T'as grandi à Aix, t'as fait des études, Non. D'accord. Donc j'ai grandi à Aix, et donc au lycée, j'étais assez bonne élève. Même très bonne élève, en fait. Seconde, première, je pense que j'étais une des meilleures du lycée. Et en première, j'ai fait une grosse dépression. Une réelle première. Médicale, enfin, je veux dire. Non, mais en mode...
En fait, j'étais un peu l'intello de service dans ma classe et Ouais. j'étais pas intégrée du tout et je le vivais très mal, quoi. Et j'ai eu un raisonnement assez stupide. Je me suis dit, dernier trimestre, je vais arrêter de travailler, comme ça les gens vont voir que je suis comme eux, quoi. Ah, donc tu Débile. te dis, je vais plus être un télo, comme ça les gens vont m'aimer. Ouais. Ouais, Ça a voilà. marché ou pas? Et parce que j'étais hyper complexée et tout. Non, ça n'a pas marché. Ça a juste ruiné mes études. D'accord. Et donc, je me suis dit, j'étais vraiment débile. Hein. Je me suis dit, ouais, j'arrête de travailler pendant un trimestre et je me reprendrai en terminale, tout ça. Et évidemment, j'arrête de travailler pendant le dernier trimestre de première. Donc, je fais rien du tout. Je rends des feuilles blanches et tout. Les profs, ils étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien du tout. Mais, non. Donc, mais quand même en mode un peu, là t'étais pas, enfin je vais pas rentrer dans une psy, c'est pas trop ma spécialité, mais t'étais un peu consciente et pas au bout de ta vie. Et quand tu commençais là comme ça, t'allais bien, tu rendais les feuilles blanches et tu Ah ouais, mais j'étais D'accord. normal, quoi. En D'accord. mode, non, mais... testais un nouveau truc quoi. Ouais, voilà. J'en avais marre, quoi. Et puis, du coup, j'arrive en terminale et je me suis pas remis à travailler, hein, parce que tu fais le dernier trimestre sans rien faire, plus les vacances, laisse tomber. Et puis, j'étais là, bon, je faisais acte de présence en cours, quoi. Et je m'étais dit, je redoublerais, et puis comme ça, je referais une bonne année de terminale, je pourrais faire une prépa et tout. Donc avec un peu de confiance en te disant finalement j'ai toujours été première, je Ouais. reviendrai première quoi. Ouais. Bah en fait, moi je m'étais dit, je m'étais tout le temps dit, je vais faire prépa, école d'ingé, un truc comme ça, parce que c'était tout ce que les gens dans ma classe voulaient faire, tu vois. Même si je savais pas ce que ça a été une école d'ingé, mais c'était le nom qui sortait tout le temps. Et T'es puis pas en L a priori. Hein. j'étais en S. Oui. Ouais. Et du coup, je suis dans les terminales comme ça à rien faire. Bon, j'avais quand même la moyenne parce que bon, j'avais quand même des restes. Et puis en fait, j'ai eu mon bac alors que je pensais pas l'avoir. Et du coup, j'ai mon bac et je fais ok, qu'est-ce que je fais quoi? et donc, je m'inscris à la fac. Je fais 2 mois en fac de maths. Évidemment, je comprends rien. Et du coup, j'arrête. Je vais passer plusieurs mois dans un ranch aux États-Unis pour apprendre l'anglais et pour faire autre chose. Bonne idée. Donc, trop cool. Je reviens, je me dis, bon, je vais faire une fac d'anglais maintenant que je parle anglais. Et je vais à la fac. Et là, il y avait une réforme de je sais plus quoi. Du coup, fac bloquée, plus de cours. Et je me suis dit, le temps que ça se débloque, je vais trouver un petit travail. Et en fait, on m'a proposé un CDI dans une boîte qui faisait des rétroéclairages high-tech. C'est une petite boîte, on était 5 à Aix. Du coup, je touchais à tout, c'était trop cool. Et puis, je D'accord. suis restée. Ok. Voilà. Donc quelques années. Ouais, je suis restée 2 ans. Je crois 2 ans. Ensuite, j'en avais marre, donc je suis posé ma DEM et je suis allée bosser dans un centre équestre pendant 1 an. Et après, le travail m'a rappelé. Ils m'ont dit, la fille qui t'a remplacée s'en va. Est-ce que par hasard tu veux revenir? Et donc là, je négocie un mi-temps. Je bosse 2 jours par semaine. Comme ça, je peux continuer à faire du cheval. Et c'est là où j'ai eu l'idée de Chanty Biscuit. Et en fait, quand tu le racontes comme ça, on a l'impression que tu cruisais un peu quoi. Enfin, Ah oui, mais je savais pas ce que j'allais faire. Ouais, Moi, ouais. j'étais là, ok, il y a un truc qui se présente, j'y vais, mais aucune idée de ce que je vais faire, quoi. Et toujours le regret au fond d'avoir un peu planté mes études. D'accord. Toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est un peu ce que j'ai lu. En fait, j'ai lu 2-3 petites choses et un peu moins ces dernières semaines, derniers mois, ouais. mais ce syndrome de l'usurpateur un peu qui est, enfin, que je comprends pas, mais on y reviendra, j'imagine. Mais du coup, tu cruises et tu te dis jamais dans cette période, je vais monter un business ou Ah mais c'est non, pas un mais truc naturel du tout chez mais toi. moi, C'est pas. personne autour de moi avait monté une boîte, même dans mon entourage. Et t'avais pas de fascination Ah non. pour, non. Non, moi c'était un truc, c'est pour les autres, quoi. D'accord. Je comprends même pas comment on peut faire, je sais pas comment marche une société. Moi, j'avais bossé que dans cette boîte on était 4. C'était pas pour moi, quoi. Et du coup, tu tombes sur cette idée de biscuit, Ouais. qui te tombe dessus d'ailleurs presque, et ça devient une obsession. Et comment tu passes d'une obsession quand t'es dans ton... Parce que je trouve ça hyper intéressant de voir que... Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent une forme de liberté. C'est-à-dire que tu as choisi ce 2 jours, 3 jours, ce cheval. Le cheval, tu bossais ? En fait, j'avais un deal parce que derrière chez moi, il y avait un centre équestre qui venait d'ouvrir. Et du coup, je vais faire un tour. Et le mec me dit, je suis un peu en galère. Voilà, j'ai tout à mettre en place. Si tu veux, tu me donnes un coup de main, un échange. En échange, tu peux monter gratuitement et t'as tout gratuit, quoi. D'accord, donc t'es pas payé, mais c'est gratuit. Voilà. Donc moi, j'y allais, je m'occupais de tout. J'étais quasiment gestionnaire du centre équestre à un moment, quoi. et en échange, je montais les chevaux que je voulais. T'as quand même une forme d'opportunisme dans le bon sens du terme, hein, mais tu sais aller chercher les opportunités, quoi. Tu sais aller cueillir les choses. J'imagine que si ta boîte d'avant, il rien de te chercher, c'est pas non plus parce que tu faisais n'importe quoi. Oui. D'accord. Ouais, non, je me suis laissé
Toujours Porter. l'école de la débrouille, quoi. Non, mais je suis pas d'accord. Je pense pas que tu te serais laissé porter. C'est l'école de la débrouille aussi, j'ai l'impression. Oui, Que- après, c'est sûr que ce que je faisais, je pense que je le faisais bien. Sinon, Sinon, le je suis centre ça aurait bosseuse, pas quoi. été Je pense que je suis bosseuse. Je pense aussi. Ouais. Alors, déjà, je vais quand même vous dire que mes invités sur mon podcast ne m'offrent pas toujours, pas souvent des cadeaux. Note pour les prochains, si vous écoutez. Mais moi, je vais vous faire écouter quelque chose. J'ai eu des beaux biscuits avec marqué dessus Génération Do It Yourself. Alors tu vas nous raconter comment tu fais ça. Mais donc c'est quoi tes premiers biscuits? Comment tu passes de ce tampon à biscuit à donc tu fais des biscuits avec ces tampons déjà? Tu l'as testé ou même pas? En fait, c'était un tampon avec le message inscrit dessus. Ouais. Et du coup, j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé un kit qui existe encore, où t'as un emporte-pièce rectangle, un peu la forme de nos biscuits avec les petites vagues, et t'as des réglettes où tu peux mettre des lettres. Et du coup, en fait, je pouvais les faire de chez moi comme ça, quoi. Maintenant, nous, on a un peu processé le truc, on va dire, mais c'était parti de ça, quoi. Je me suis dit, j'ai acheté ce truc qui vaut 5 €, et pendant, je crois, à peu près 4 mois, je fais des tests de recettes dans mon four. Et je testais, quoi. Je sais que ce soit bon, que le texte y rentre bien. Je m'amusais à réfléchir comment je pourrais décrire le truc sur le site et tout. J'ai adoré cette période où je. Et t'avais pas de site encore? C'était juste, tu faisais que des biscuits, quoi. En fait, donc j'ai eu le tampon à mon anniversaire. Donc pendant plusieurs mois, je réfléchis au truc. Et je réfléchissais comment faire un site, sachant que moi j'avais 0 €, quoi, et je savais pas comment ça marchait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai ma meilleure amie qui se fiance à un web designer. Ouais. Et elle me dit, si tu nous fais les biscuits pour le mariage, on te fait un site internet. Pas con. Qui était vraiment basique. Il y avait 3 photos, mais ça permettait de vendre. Et du coup, j'étais là, c'est génial. Maintenant, quand je revois le site de l'époque, je me dis, mais comment les gens ont pu acheter dessus? Mais à l'époque, j'étais là, c'est magnifique. Et ils pouvaient acheter avec une carte bleue et tout ça? C'était c'était un petit PrestaShop avec tu pouvais personnaliser tout ça. C'était pas très pratique, mais ça marchait, quoi. D'accord. Et alors, juste pour décrire, c'est des biscuits, ceux que j'ai là, mais il y a peut-être plusieurs formes, hein, mais là, ça ressemble à un peu à des petits lus. Il y a une forme. Il y a une forme et plein de parfums. Et plein de parfums. Ça ressemble un peu à des petits lus dans la forme, un petit peu. Plus joli, ça donne plus un aspect artisanal. Et pour vous, si vous voulez les voir, vous allez sur Instagram, peut-être, et puis vous followez Chanty Biscuit. C'est @ChantyBiscuit. Chanty Biscuit, ouais. Voilà. Au pluriel. Oui. Et vous verrez à quoi ça ressemble. Le premier biscuit que t'as fait avec ton emporte-pièce et tout, tu te souviens ce qu'il y avait marqué dessus ou pas? Ah non, je me rappelle plus. Je pense qu'au début, je mettais des lettres au hasard, juste histoire de voir le rendu, quoi. D'accord. Mais les premiers biscuits que j'ai vraiment fait où il y avait des gens, c'était pour le mariage de ma petite sœur. C'était avant que j'ouvre le site. Donc ma petite sœur s'est mariée, j'avais fait des biscuits Chloé et Matt avec la date, je crois. D'accord. Et après, les biscuits de ma meilleure amie pour son mariage. Et puis ensuite. Et tu te souviens de la première vente? Oui, je me rappelle. Ouais. Ouais, je me rappelle, c'était fou. C'était le jour même ou le lendemain, je crois, où j'ai ouvert le site. Et c'était, moi je m'étais dit. C'est pas mal, hein, parce que tu peux te retrouver à attendre 2-3 semaines. Ah non, mais c'était mois. fou. Et en fait, je me rappelle, moi je m'étais dit, je lance le site, je partage sur Facebook, tout ça, parce que j'en avais parlé à quasiment personne que j'allais faire ça. Et je m'étais dit, ça va forcément être mes amis qui vont acheter au début. Et en fait, la première vente, c'est quelqu'un que je connaissais pas, sorti de nulle part, et qui commande 100 € de biscuits. Pas mal. Et là, j'étais là, mais c'est fou. Et ouais, c'était incroyable. Je me rappelle, c'est des biscuits Bonne Fête Maman, parce que c'était en fin avril. Ouais. Et ouais. Et j'ai pas compris d'où c'est venu, quoi. Mais alors, t'as quand même, à ce moment-là, tu t'es quand même dit, je vais faire une boîte. Ou c'était en plus, t'avais ton boulot encore? Ouais, je bossais le mercredi et le jeudi. D'accord. Voilà. Donc tu t'as vu ça un peu comme une opportunité, tu t'es dit finalement, j'ai du temps pour faire autre chose. Et je vais faire des biscuits. En fait, je cherchais aussi un deuxième mi-temps. Ouais. Donc j'avais fait Quick à un moment donné, c'est bon, c'est horrible et tout. Enfin les horaires et tout, c'était pas possible. Et là je me dis ça m'occupera le reste de la semaine, quoi. C'était pour m'occuper en fait. D'accord. Et du coup, oui, c'est peut-être plus sympa que Quick à la fois, en effet. Hein, quand on voit le résultat. Et puis je sais pas, moi ça m'amusait de voir le truc prendre vie. Et donc première vente le lendemain, tu dis? Ouais. Ça c'est quand même vraiment fou sur un site. Ah bah c'était fou. Surtout que donc aujourd'hui un des gros points forts, en tout cas c'est un très beau travail photo et Instagram et voilà, mais t'as pas commencé day one tout ça en fait. Ça a pris un peu de temps, j'imagine. Ouais, ça arrivait après.
Du coup, tu fais cette première vente, tu l'expédies, t'avais Ouais. une boîte, Pour... t'avais une société, t'avais créé une SARL, une J'étais SAS. auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, Ouais. d'accord. Donc t'envoies tes biscuits en auto-entrepreneur, Ouais. d'accord, c'est bien. Ça, ça a duré combien de temps l'auto-entrepreneuriat? Ça a duré 1 an et demi, 2 ans, à peu près. Comme quoi, c'est un bon moyen de débuter, non? Bah moi, c'est le plus simple. En fait, Ouais. je savais pas comment faire. Et puis moi, j'avais pas. Enfin, je me suis pas dit, je vais monter une boîte. Je me suis juste dit, il me faut un moyen de les vendre légalement, quoi. C'est tout. Ouais, ouais. Le seul truc, c'est que alors, sur je vais pas rentrer dans la technicité, mais tes achats, tu les fais en TTC, du coup, non? Ouais. T'as pas t'as pas Tu de hors récupères taxe. pas la Ouais, TVA, ouais, c'est ni ça. rien. Ouais. Donc, en termes de marge et sur pas mal de choses, c'est un peu chiant. Mais moi, j'avais Ouais. même pas réfléchi, tu vois. D'accord, ouais. Ok. Et donc, tu vends, comment ça se passe les premières semaines, premiers mois? Une fois que tu as fait cette vente, ça décolle vite? C'est immédiat? Non, c'était pas immédiat. J'avais quelques ventes par semaine. Bon, je pense que c'était mes amis d'amis parce que du coup, il y avait eu des partages sur Facebook. Et en fait, à ce moment-là, donc c'était mai-juin, un truc comme ça, je lis un truc où quelqu'un me parle d'une boîte qui contactait des blogueurs pour se faire connaître. Mais c'était en D'accord. 2013, donc maintenant, tu vois, Ouais. c'est connu, mais Ouais, à l'époque, pas du tout, quoi. Et je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Et à l'époque, donc c'était même pas des influenceurs, c'était vraiment des blogueurs qui avaient leur blog et tout. Donc je regarde les 15 plus gros blogs français et j'envoie des mails juste en mode ouais, salut, j'ai monté biscuits personnalisés. Est-ce que ça te dit de recevoir des biscuits avec le nom de ton blog? Ça s'appelait biscuits personnalisés? Non, je disais gentil biscuit, mais c'était pour expliquer, quoi. Okay. Et je disais juste ça, je demandais rien. Je me suis dit, bah, si la fille, elle aime, elle va faire une photo et au pire, bah, je perds 20 €, quoi. Donc, Oui. toutes celles qui m'ont répondu, elles m'ont dit oui. Et donc, j'ai envoyé les biscuits, j'avais une petite photo, ça a fait générer un peu de commandes à chaque fois. Et il y en a une qui m'a dit, en plus, elle était assez connue à l'époque, et aujourd'hui, elle a vraiment explosé. Et elle m'a dit, ah, trop cool, mais j'ai un meilleur truc à te proposer. Je sors un livre le mois prochain. Si tu veux, tu viens pendant 2 jours. Tu mets les biscuits, t'as ton petit corner, un truc concept store, machin. Et j'étais trop fou. Okay. Et donc là, j'y vais. Donc il y a ses copines blogueuses qui passent. On peut et dire là, qui ça c'est m'a fait un peu. Ouais, c'est You Make Fashion. D'accord, très bien. C'était Margot, hyper sympa. Donc là, j'étais là à Paris, tu sais, avec mes biscuits, c'était improbable. J'étais trop en feu. Et c'est même elle, je crois, qui m'a dit, mais il faudrait trop que tu sois sur Instagram, ton truc est trop Instagrammable. Et puis de là, j'ai eu un peu plus de commandes et on m'a contacté pour faire un salon du mariage à Paris où on m'a quasiment invité. Et puis voilà, après ça c'est... Et tout ça, donc tu dis un peu plus de commandes, mais là sur les 2 premières années, t'es à 2 commandes par semaine ou 10? En fait, j'avais aussi des grosses commandes, j'avais des commandes de mariage et tout, où c'était des 300-400 biscuits. Donc c'était quand même pas mal. Et en fait, je pense que la bonne idée, c'était de se lancer, de se faire connaître justement dans le milieu du mariage et de l'événementiel B2C, parce qu'il y avait peu d'alternatives au dragées, et ça te fait des grosses commandes directes, quoi. Et toute l'année 2013, donc j'ai ouvert le site fin avril. De fin avril à décembre, je crois que j'avais fait 6 000 €, quoi. D'accord, ce qui fait pas beaucoup pour ton mi-temps que tu fais pas chez Quick. Ouais, mais moi j'étais contente. D'accord, mais ce qui est surtout encourageant, parce que si tu te dis si tu fais x2 tous les ans, au bout de 2-3 ans, c'est ouais, et au final, j'ai bien. fait x3 tous les ans, quoi. Ouais. Enfin, même entre 2013 et 2014, j'ai fait x6, je crois. Incroyable. Ouais. Et alors, du coup, tu fais tous ces biscuits, tu réussis. C'est quoi selon toi, ton vrai tipping point, le point de bascule ou le moment où tout a changé? C'est You Make Fashion, c'est. Il y a eu plusieurs trucs. Bon, le vrai basculement, c'était 2017 quand même, là où ça a vraiment décollé. Mais ouais, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu You Make Fashion, on va dire, qui m'a fait sortir un peu de l'anonymat, on va dire, même si je l'ai pas connu encore. Et puis après. Ouais, puis après, il y a eu les déménagements et tout, les recrutements. C'était des grosses étapes, quoi. Ouais. Et du coup, tu as recruté très rapidement, ou parce que vous êtes combien maintenant? Maintenant, on est 13. 13? Ouais. D'accord. Et comment t'es passé de 0 à 13, de 1 à 13? Le 0 à 1 a été assez dur. Ouais. Non, enfin, le 1 à 2 plutôt. Le 1 à 2, ouais. Parce que c'était mon truc, quoi. Ouais. C'était mon bébé, c'est moi qui l'avais créé, j'avais les techniques pour faire les biscuits, tout ça. Ça paraît facile à faire, mais c'était compliqué. Voilà, alors je sais pas, ça me paraît pas facile, mais parce que tu faisais tout toute seule, là ils sont chacun dans un sachet. Ouais. T'avais ça?
à l'époque? Là aujourd'hui c'est une machine, enfin c'est mis en sachet sous machine, mais à l'époque on les mettait dans un sachet, on soudait, on mettait le sticker à la main et on est monté à 3000 biscuits jour comme ça à la main quoi. Donc pendant quand t'avais... Parce que ça coûte cher les machines, en plus vous pouvez même pas les brancher, enfin il fallait un atelier et tout. Donc tu faisais ça où? En fait j'ai commencé dans mon appart et après j'ai eu de la chance parce que mes parents sont partis pendant 3 ans en Afrique et ils m'ont laissé leur maison. Ok. Et du coup, en fait, j'ai pris la maison et en fait, il y avait un étage, donc moi j'avais ma chambre et à l'étage. Et en bas, tout ce qui était salon cuisine, j'ai viré tous les meubles et j'ai transformé ça en atelier de fabrication, quoi. Et du coup, j'ai recruté la première personne en 2015, qui était une fille qui bossait chez moi dans l'entreprise d'aéronautique avant. Et du coup, je savais qu'on bossait bien ensemble, donc moi j'avais dit c'est elle ou personne, quoi. D'accord. Et du coup, la fille, je lui parle de mon truc. Enfin, elle savait ce que je faisais quand même parce qu'elle avait suivi. Et du jour au lendemain, elle poste sa DEM. Et un mois après, elle est chez moi à faire les biscuits, quoi. Et... elle venait chez moi. Et du coup, attends, mais alors, si je reviens juste avant, dans ton appart, tu faisais jusqu'à combien de biscuits par jour? Toute seule, je faisais jusqu'à 400 par jour. 400? Tout, ouais. La pâte, les biscuits, les cuissons, les colis, les commandes, tout. En gros, tu vends combien un biscuit? Alors, sur le site, à l'époque, c'était 12,50 € les 10 biscuits. Ouais, aujourd'hui, c'est toujours les mêmes prix. Mais ouais. D'accord. Donc, pour faire 400 biscuits, bon, ça fait quand même un peu... En effet, du coup, ça fait tout étant fait à la main et voilà, ça fait quand même 400 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas rien. Je vais dire que 400... Oui, après, il y avait des grosses temps commandes où c'était pas les mêmes prix. Oui, évidemment. Mais combien de temps je mettais? Ça me prenait tout mon temps. En fait, je me levais hyper tôt. Je préparais la pâte la veille que je laissais au frigo. Maintenant, on n'a plus ces mêmes process, mais je me levais hyper tôt pour faire les cuissons, pour qu'après les biscuits aient le temps de refroidir pour les emballer. Et donc le tampon, tu le mets, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu le mets avant de cuire. Ouais, en fait, j'étalais la pâte au rouleau à pâtisserie. Ouais. Je découpais les biscuits, je les posais sur la plaque, je tamponnais. En plus, j'avais des réglages, donc je tamponnais 3 lignes une par une. Je les mettais sur ma plaque, je cuisais 32 biscuits par fournée dans mon four. Et je faisais ça pendant, 3 heures le matin, quoi. Et après, les biscuits refroidissaient. Pendant ce temps-là, je faisais ma vie, tout ça. Et après, je les emballais. J'allais à la poste. Et ensuite, je repréparais les pâtes. Je faisais un peu les photos et tout. T'avais des gens qui t'appelaient. En fait, tu bossais comme une malade. Ouais. Mais j'avais pas l'impression de bosser. Je sais pas, j'étais là, je fais mon petit projet de biscuits. Du coup, t'optimisais les choses. Je veux dire, quand les biscuits cuisent, tu fais autre chose. Ouais. D'accord. Ouais, je m'arrêtais pas. Ouais. Mais j'avais quand même... Par contre, comme j'étais toute seule, tu vois, genre en début d'après-midi ou quoi, je me laissais du temps quand même. Et dans ces moments-là, tu te projettes déjà? Je veux dire, est-ce que tu te dis à un moment... je vais être la reine des biscuits, ou non. Tu dis juste c'est une drôle d'occupation, c'est marrant. En fait, j'avais de l'ambition, je pense, dans le sens où moi je voulais pas rester à ce stade et moi je m'amusais tout le temps à dire non mais un jour vous verrez Chanty Biscuit sera chez Air France, les trucs comme ça quoi. Ouais. J'arrivais pas du tout à savoir comment ça allait se passer concrètement, mais ouais, j'aimais bien un peu rêver et dire ouais vous allez voir un jour il y aura les biscuits à Disney, tout ça quoi. Et toutes ces choses-là autour, donc ce qui est assez drôle, c'est que tu es là-dessus full autodidacte. C'est-à-dire que et dans le biscuit, et dans le marketing, et dans la compta, et dans le recrutement, et dans la finance, et dans la vision, et dans le commercial. Alors moi, je pense que l'entrepreneuriat, il y a pas évidemment, tu as des écoles de commerce, de choses comme ça, mais dans une école de commerce, on t'apprend plein de choses, mais pas forcément entreprendre. On te donne des clés sur certaines choses, mais en vrai, ça s'apprend pas plus que ça. Je veux dire, ça se vit, en fait. Et puis, tu fais les erreurs et tu les... Est-ce que tu peux me raconter comment toi, tu as vécu tout ça? Comment chaque étape, je sais pas... Comment tu passes d'auto-entrepreneur à SAS ou SARL? Est-ce que tu as des actionnaires aujourd'hui? Tu es toute seule? Ouais, j'ai des actionnaires. D'accord. Ouais. Pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'aventure de Chanty? En fait, déjà, chaque étape m'a appris plein de choses qui m'ont servi pour les étapes d'après. Et évidemment, j'ai fait plein d'erreurs. Mais à chaque fois, ça m'a appris plein de choses. Et c'est vrai que maintenant, quand je me revois à l'époque, j'ai l'impression de même pas être la même personne. Tu vois. Maintenant, j'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens. Et c'est plus pareil, quoi.
Mais donc en fait, je fais les biscuits toute seule jusqu'à fin 2014. Et à ce moment-là, je me rends compte que le truc commence à me dépasser, quoi. J'ai plus de vie, j'ai plus de temps. Il faut que je passe à l'étape supérieure et je savais pas comment faire. Je me dis toute seule, c'est impossible. Il faut quelqu'un pour m'aider. Et moi, dans mon entourage, j'ai vraiment personne qui est un peu côté business, quoi. Enfin, j'étais là, je vois pas qui peut m'aider, quoi. Et je connaissais pas du tout les réseaux start-up, enfin rien, quoi. Je me considérais même pas start-up, je sais même pas ce que j'étais, quoi. Et en fait, T'es entrepreneur. Ouais, voilà. Mais et les gens autour de toi, ils font quoi? Alors, un peu tout. Ouais. Ils sont plus salariés de job un peu tranquille entre guillemets, quoi. J'avais personne qui avait un peu d'ambition ou qui est un peu. Je suis désolé, j'arrête pas de le replacer. Qui a créé son truc, mais maintenant j'ai rencontré plein de gens, mais à l'époque dans mon entourage pas du tout, quoi. Et même je pense que les gens me prenaient pas au sérieux. Ouais. Enfin, tu sais, c'était là, elle fait des biscuits, c'est rigolo, on aime bien le concept, mais ça ira pas plus loin, quoi. Enfin, on lui souhaite, mais on voit pas comment, quoi. Mais t'avais pas l'air mes parents, persuadé toi-même, si. Enfin, je sais pas, tu te disais en te marrant. En fait, j'avais de l'ambition, je pense, et je pense que je me disais aussi, Chanty Biscuit, c'est ma seule chance de faire un truc que j'aime, un truc cool et un truc qui me permet d'aller plus loin, quoi. D'accord. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai persisté aussi. Et du coup, ouais, j'arrive au stade où je peux plus faire les biscuits toute seule. Et en fait, la seule personne à qui j'ai pensé, c'était le grand frère de ma meilleure amie, qui est gestionnaire de patrimoine et expert comptable, etc. Donc lui, je savais qu'il avait un peu... qu'il aimait bien le business, les histoires entrepreneuriales et tout. Ouais. Et je le connaissais depuis toujours. Et donc, je lui dis, tu veux pas m'aider, je sais pas comment, mais j'ai besoin d'aide, quoi. Et lui, il me dit, bah, grave, c'est trop bien, Chanty Biscuit. Par contre, moi, j'ai pas le temps. Mais j'ai un pote entrepreneur à Paris, un pote qui bossait en finance et qui avait lâché son job pour être entrepreneur. Il faisait des crèches avec un pote à lui et il avait du temps et il voulait un autre projet. D'accord. Il me dit, bah, je te le présente et on peut rentrer tous les deux, quoi. Et donc, moi, je me suis dit, ok, c'est ma seule chance, quoi. Donc, je l'ai fait rentrer. Donc, ça, c'était 2015. Rentrer au capital. Ouais. Les deux. Ouais. D'accord. Et quel pourcentage, comment ça se passait? En fait, moi, j'y connaissais rien du tout. Je savais même pas ce que ça valait, comment ça se passe normalement. Et ils m'ont dit, on veut 25 et 15%. Moi, j'ai dit ok, quoi. Ok. Ouais, j'ai pas réfléchi. Et moi, je me suis dit, de toute façon, il faut que je me débloque. Et quel que soit... J'ai 20 balles dans la poche, Chanty. Tu me ferais la moitié de ta boîte, non? Non, c'est bon. Non, mais en fait, il faut se mettre dans le contexte. Maintenant, Non. Ça se trouve... Non, mais en plus, je sais pas, je peux pas dire. Attends, je connais pas la suite et je sais pas. Ça se trouve, c'est très bien et c'est très difficile de valoriser une boîte à un instant T. On sait pas ce qu'elle va devenir. En fait, maintenant, avec le recul, je me dis, j'aurais pas dû faire ça. Oui, mais c'est avec le recul. Oui, voilà, avec le recul. Il mais n'était pas sûr coup, que tu cartonnes sur comme ça. ça. Sur le coup, je connaissais rien. Même moi, les parts, les actions, qu'est-ce que ça vaut, comment ça se passe, aucune idée. Moi, ce que je savais, c'est qu'il fallait qu'on m'aide. Et je voyais pas d'autres personnes, donc je me suis dit, bah ok. Et ça a eu une valeur. Ça a eu une valeur, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ça, c'est deux mecs hyper brillants, c'est sûr, j'ai besoin d'eux. En plus, voilà, moi, j'avais un peu le complexe. Eux, ils avaient fait grandes écoles, machin. Donc, j'étais, mais oui, c'est eux qu'il me faut. Et je les connaissais, donc en 2 secondes, on a fait ça. Et fait ça veut dire on a transformé donc, en SARL. SARL, voilà. Un pacte d'actionnaires. Non, pas de pacte. Pas de pacte. Voilà. Tant qu'à Mais faire. ça va suivre, ça va être petit dans la suite de l'histoire. Tant qu'à faire, ne faites pas de pacte, ça sert pas à grand chose. Non, mais moi je savais même pas. Non, mais je sais, je me moque. Mais évidemment, mais si des gens nous écoutent et ne savent pas, pensez à Chanty, appelez-la. Oui, appelez-moi. Ne faites pas mes bêtises. Et donc, ils rentrent. Donc là, on recrute la première personne. Et on se dit, bah maintenant, il nous faut un atelier de prod, il nous faut des machines, on peut pas continuer comme ça. Et du coup, ils m'ont aidé à faire tous les dossiers de financement pour avoir des prêts d'honneur, les dossiers, etc. Donc ça, c'est trop cool. Donc jusque-là, en fait, t'es chez tes parents à ce moment-là. On est chez mes parents. T'as tes petites emporte-pièces à 20 balles sur Alibaba. Ouais. Donc là, j'ai recruté la fille qui vient chez moi. On monte à 700 biscuits par jour. Wow. et donc. Mais ça te paraît rien, mais moi, ça me paraît beaucoup déjà. Mais maintenant, avec le recul, ça me paraît plus rien. Vous avez un four, c'est un four de tes ménager, parents, quoi. Ouais. Et après, j'en avais acheté un deuxième qu'on avait mis à côté. Et après, on en avait même 3. Journée, en fait, il tournait le matin et ensuite on faisait l'emballage l'après-midi. L'emballage et les colis. Okay. Et à la fin, quand on est à la fin chez mes parents, on avait 3 fours en parallèle, quoi. Et j'en ai même cramé 2, tu vois, à force qu'ils tournaient trop.
Tu t'y connais en four maintenant aussi. Je m'y connais en four. Expert. Alors, quelle marque, quel modèle? C'était... Et du coup, on fait tous les dossiers pour avoir un peu d'argent, pour acheter des machines, trouver un local et tout. Donc, on déménage en 2016, été 2016, et on fait venir les machines et tout. Et en fait, juste avant de déménager... Tu vas trop vite parce que tu me racontes, je suis désolé, mais il faut que je te pose. Il y a trop de choses que je veux savoir sur ces périodes. Parce que déjà, tu parles de toute cette période, là, 3 ans chez tes parents. Ouais. C'est avant de redéménager à l'été 2016, c'est ça? Ouais, on a déménagé à l'été 2016. Donc tu vas me raconter où, mais chez tes parents, donc vous êtes 2 au début. Déjà, par exemple, ça raconte, c'est quoi un après-midi où t'emballes des biscuits? Il se passe quoi? C'est comment vous vous marrez? Vous en avez marre? Il fait chaud? Vous écoutez la radio? Vous mettez la télé? Alors en fait, ce qu'on faisait, c'était que donc la fille qui s'appelle Marie-Pierre, donc ma première salariée, elle venait... Elle qui est toujours là. Salut Marie-Pierre. Elle venait à 8h. Et à l'époque, on avait 2 fours qu'on faisait tourner en parallèle. Ouais. Du coup, on pouvait pas faire toutes les 2 les biscuits en même temps parce que sinon, on allait trop vite par rapport au four. Donc, ce que je faisais, c'est que je me levais, je pense, à 5h, un truc comme ça. Je commençais à faire peut-être 2h, 2h30 de cuisson avant qu'elle arrive. Elle enchaînait de 8h à peut-être 11h30. Tu te recouchais? Toi? Non. D'accord. Non, okay. Une fois qu'elle était là, je me sentais pas. Ouais. Je revenais dans ma chambre. Non, je sais pas, je crois que j'avais l'ordi à côté, donc j'étais là, je répondais aux mails et tout. Où je Non, j'étais vraiment sur l'ordi à côté. Ensuite, quand tous les biscuits sont cuits, on attend que ça refroidisse, on peut commencer à emballer les premiers. Donc ça, c'est quoi Oui, donc ça enchaîne direct, c'est-à-dire à midi ou à... Ouais. On emballe et en fait, donc soit on les met dans les sachets individuels où c'est assez long, du coup, t'en as une qui met tout dans les sachets, une qui soude, une qui met le sticker. Après, il faut faire les colis et tout. Après, tu vas à la poste. C'est hyper studieux. Vous arrivez à vous marrer, vous en profitez ou c'est parce que c'est quand même une forme de travail à la chaîne? Ouais, c'était un peu ça. Mais en même temps, on était 2, tu vois, on était 2 copines. Je sais pas, ça nous éclatait quoi, on n'avait même pas l'impression de bosser. Enfin, peut-être elle, mais. On vous demandera. mais non, moi non, j'étais contente, j'étais là. Je sais pas, en plus, non, c'était cool. Et donc tu te dis, quand il y a trop de commandes, je rachète un four, je rachète plus d'emporte-pièce, je rachète plus on avait 2 fours, non, mais on arrivait à gérer. Il n'y avait pas une croissance incroyable non plus, donc... Et ta pâte, tu rajoutes des recettes au fur et à mesure, t'en as une au début? Alors, j'en ai enlevé. Parce qu'à la base, je crois que j'avais 16 ou 18 parfums, un truc comme ça, et c'était trop galère. Du coup, je les ai enlevés au fur et à mesure. Aujourd'hui, on en a 10. Et même là, pendant Noël, on a réduit à 5 pour réduire les délais. Ouais. Et donc, en fait, en fonction des commandes de la journée, tu vois, on regarde ce qu'on va faire demain. Donc, on regroupe les commandes en fonction des parfums. Ouais. Et je sais pas, tu dis demain, on a 200 biscuits citron. Donc... tu prépares la pâte. C'est très manuel, quoi. C'est comme si tu faisais les biscuits chez toi, quoi. Mais la pâte, c'est des volumes hallucinants. C'est-à-dire que tu à l'époque, non. À l'époque, 700 biscuits, 600 biscuits, c'est combien? C'est 3 kilos de pâte ou c'est 20 kilos? Nous, on fonctionnait pas au poids parce qu'on fonctionnait au nombre de biscuits. Mais aujourd'hui, je crois que pour faire 1500 biscuits, c'est 10 kilos de pâte. D'accord. Donc, voilà. Faites le calcul. Mais genre, j'allais faire les courses à Leclerc pour acheter la farine et tout, tu vois. C'était je prenais ma voiture, j'allais à la poste, tu vois, la postière, à ma grosse copine, je donnais des biscuits pour passer devant, tu vois. Et à chaque étape, tu t'es mis à optimiser un tout petit peu par petits bouts, j'imagine, quand même, pas acheter qu'une fois par semaine peut-être les aliments. Je faisais les courses une fois par semaine. Après, en fonction des commandes, tu vois, s'il me manquait un truc pour un parfum, j'allais faire une course, mais tu vois, c'était tout en plus dans mon petit village, je sais pas. Et tout le monde savait que tu faisais tes petits biscuits chez toi? Non, pas tout le monde. Vu qu'on vend sur Internet, pas beaucoup de monde. Mon voisin savait, la poste savait, à Leclerc, il savait, tu vois, parce que les gens me regardaient toujours bizarrement, même à la caisse, tu vois. Tu achètes que du beurre et de la farine. Qu'est-ce que vous allez faire? Et même maintenant, genre l'année dernière, quand il y a eu pénurie de beurre, moi j'allais à Leclerc et je prenais tout, à Carrefour, je prenais tout le beurre du rayon. J'allais voir les gens, je peux prendre la palette entière. Et donc je remplissais le caddie entier de beurre. Les gens te voyaient te barrer avec le beurre et tu te disaient et mes enfants, gentils. Non mais moi j'ai des salariés à payer. Et d'accord. Et du coup, petit à petit, tout ça grossit. Chez tes parents, vous restez à 2 jusqu'au bout? On reste à 2 et à la fin, j'ai plein de potes aussi qui viennent m'aider. Parce qu'on avait beaucoup de commandes. En fait, on a eu une très grosse commande. Et en fait, pour raconter l'histoire de cette commande, parce que l'histoire est quand même cool, en fait, on s'était dit, quand on cherchait les machines et les dossiers de financement, qu'il nous fallait des clients récurrents maintenant. Parce que nous, le problème de notre business,
C'est que les gens, ils achètent pour un événement, mais après, s'ils commandent 3 fois dans l'année, c'est beaucoup, quoi. Et du coup, on s'était dit, il nous faut du B2B, il nous faut des hôtels ou des gens qui vont commander tous les mois. Et là, en fait, il y a Frishti qui m'envoie un mail. C'était en mars 2016, un truc comme ça. Et qui me disent, on serait intéressé pour avoir 2000 biscuits par mois. Et moi, c'était énorme, 2000 biscuits par mois. J'étais là, gros client et avec tout. Avec marqué Frishti dessus ou avec marqué messages. Plein de petits messages, tout ça. Et du coup, là, je fais, attendez, je viens vous voir et tout. Donc là, je monte à Paris, exprès pour aller voir Frishti. Et je crois que j'y vais peut-être 2 ou 3 semaines après le rendez-vous. Et après le mail. Et la fille me dit en face de moi, en fait, on a recalculé, c'est pas 2000 par semaine, non, c'est pas 2000 par mois, c'est 3000 par semaine. Et moi, j'étais là, ok, qu'est-ce que je réponds? Oui, bien sûr. Soit je dis non et on perd le client, soit je dis oui, mais on peut pas les faire. Et là, j'improvise une réponse et je lui dis, je sais pas si j'ai le droit de raconter tous les détails de l'histoire, mais bon. Et je lui dis, en fait, là, tout de suite, on peut pas parce qu'on est en train de déménager, mais à partir de juin, autant que vous voulez. Et là, on est en avril. Ok. Et moi, je me dis, si elle me signe la commande, j'achète un gros four, tu vois, en 2 secondes, c'est fait, quoi. Ouais. Et du coup, je lui sors un prix et la fille me dit ok. Et elle me dit, on en veut 20 000 pour le 1er juin. D'accord, pas de problème. Je sais pas du tout comment on allait faire. Je me dis oui, vous en faites pas. Et la fille me rappelle le lendemain, non mais on peut pas attendre le mois de juin, il nous en faut 5 000 pour la fête des mères. Je fais ouais, ok, ça marche. Non, on peut pas attendre la fête des mères, il nous en faut aussi avant et tout. Et donc au final, je me retrouve avec 30 000 biscuits à livrer en 1 mois et demi, un truc comme ça. Parce que si elles les veulent pour le 1er juin, ça fait qu'il faut que ça parte fin mai et tout. 2016, tout ça. Ouais. Et donc là, vous êtes toujours toutes les deux? On est toujours toutes les deux. Et en parallèle, je commençais à faire des tests de machines et tout chez des vendeurs. Et en fait, on n'a pas reçu les machines à temps pour les faire, évidemment, quoi. Donc, on a déménagé en juin. Et on a eu les machines après. Et du coup, en fait, on a tout fait à la main chez mes parents. Et là, j'avais des potes qui venaient tous les jours emballer des biscuits. Mais là, c'était la guerre, quoi. Comment tu fais quoi? Tu vas voir tes potes, tu leur dis quoi? Ah ouais, ouais, je dis, et en plus, parce que pour pas faire venir les potes tous les jours, je devais trouver des nouveaux, quoi. Ça tournait, quoi. Tu les payes un peu? Ouais, je paye un peu, pas tous. Ceux qui venaient tout le temps, tu vois. Sympa, tu leur payes des coups, quoi. Non, mais après, il y en a, tu vois, qui étaient contents de venir aider, tu vois, qui venaient une après-midi faire de l'emballage, voilà. Et en plus, faire les biscuits, c'était assez technique. Donc, il y avait que Marie-Pierre et moi qui arrivions vraiment à faire les biscuits pour que ce soit beau et tout, parce que j'étais assez exigeante. Et les autres, ils faisaient que l'emballage, quoi. D'accord. Et c'était hyper tendu. En plus, toujours, j'étais là, mais on va jamais pouvoir livrer et tout. Et au final, comme Frishti, en fait, ils n'avaient pas besoin des 20 000 pour le 1er juin, vu qu'ils les donnent au fur et à mesure. Ouais. On a livré 10 000 le 1er juin et 10 000 au 15 juin. Mais c'était tendu. On a fini les biscuits le matin même. Et même pour envoyer 10 000... Et tu les envoies, oui. Même moi, je disais 10 000 biscuits, comment t'envoies, quoi. Et donc, il fallait envoyer sur une palette. Du coup, on cherche des transporteurs. En plus, on fait les rendez-vous dans le jardin, tu vois. Ouais. Les mecs, ils nous prenaient tellement pas au sérieux, tu vois. Oui, on fait les biscuits ici. Dans ma cuisine, chez mes parents. C'est ça. On va envoyer sur des palettes. Et du coup, on trouve un transporteur. Et le mec me dit, mais par contre, nous, on fait pas d'enlèvement de palettes dans les résidences comme ça, quoi. Nous, c'est des zones industrielles, tout ça. Et du coup, on a monté la palette sur un parking de Lidl, tu vois, et j'avais un pote qui a planté sur le parking, il attendait le transporteur. C'est des bons souvenirs. épique. D'accord, donc ça, c'est vraiment c'est intéressant parce que on est quand même dans le dur de l'entrepreneur et que t'apprends pas forcément, encore une fois. Hein. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le fait que t'aies ce syndrome de l'imposteur ou de... Tu l'apprends au fur et à mesure, le recurring business, ouais. Donc quand tu fais des ventes sur Internet, ouais. Le coût d'acquisition d'un client ouais. est important. C'est-à-dire que peu importe que tu fasses de l'AdWords ou que tu fasses des photos pour Instagram ou que tu fasses des choses, c'est du travail, quoi, et ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Il y a un moment où quand tu grossis, tu peux plus tout faire toi-même, tu es en train de le prouver, de nous l'expliquer. Et donc du coup, évidemment, tu vas chercher des clients qui t'achètent un minimum tous les mois, qui te permettent de payer tes salaires, de payer tes charges, de payer ton loyer, de payer tes fours, de payer l'électricité, etc. Et là, en fait, quand tu apprends tout ça, ou quand tu vois tout ça, tu te dis quoi? Tu te dis, je vais devoir aller chercher un deuxième Frishti rapidement, je vais devoir comment t'organises à partir de ce moment-là? En fait, le truc, c'est que t'as même pas trop le temps de réfléchir, quoi. Tu sais, il y a tout qui arrive, et en fait...
On était hyper contents qu'il y ait Frishti qui arrive et j'avais un autre client, un gros hôtel en parallèle, donc j'avais 2 clients réguliers. Je savais que tous les mois on avait ces commandes parce que là du coup on déménage, donc on fait des prêts, donc on a des charges, on a un loyer parce que là on n'a pas de loyer ni rien, et du coup ça nous a quand même un peu sauvé la première année de se dire il y a ça qui rentre quoi. Parce que c'est ça, le risque après quand tu grossis, c'est d'avoir un client qui est trop gros. Bah nous, Frishti, il a été trop gros pendant longtemps. En même temps, heureusement qu'il était là. Tu vois. Ouais. Mais ouais, bah après le truc c'est que tu te poses pas. Enfin moi je me posais pas de questions. Je me dis je prends ce qu'il y a à prendre et on verra ce qui se passe quoi. Je me dis il y aura un truc qui va arriver après. et là du coup t'as l'impression de créer quelque chose qui devient une moins artisanale, une vraie entreprise, même si c'est toujours artisanal. Hein, Ouais. c'est pas Bah, une c'est vrai usine. que quand on a emménagé dans notre atelier de prod, là je me suis dit ok, là c'est plus chez mes parents, là ça devient vrai quoi. Et là c'est vraiment cet atelier tel qu'on peut le voir avec je sais pas, un deck où les transporteurs peuvent venir chercher les Ouais, palettes. on avait un tout petit ça. atelier, c'était pas très grand, on avait 170 mètres carrés, donc on avait T'as 100. encore déménagé depuis? Ouais, on a déménagé il y a 2 mois dans un énorme truc. On avait 100 mètres carrés. Le temps que je sorte de ce podcast dans un mois, je pense que tu auras déménagé encore. Ah non, là, vu le truc, j'espère pas, je me remets pas dans les travaux. Là, on avait 100 mètres carrés de prod et à l'étage, on avait 70 mètres carrés de bureau et stockage, quoi. D'accord. Et c'était petit, hein, mais sur le coup, ça me paraissait grand déjà. Et ça nous a permis de tenir 2 ans. À la fin, c'était hyper serré, mais 2 ans en payant un tout petit loyer. Et c'était pratique. D'accord. Là-dessus, tu pars sur un bail 369 Ouais, 369. Donc, tu as fait que 2 ans, donc tu as lâché On une a année à la fait fin. 2 ans et demi, quoi. Ok. Ouais. Ok. Et en plus, on a réussi à casser le bail à 2 ans et demi. Donc, Et c'était trop petit, du coup, encore après. Ouais, bah en fait, au bout même d'1 an, on se rend compte que c'est trop petit. Mais bon, je voulais pas me relancer dans un truc. Donc en fait, on fait 2016 dedans. Donc là, fin 2016, je recrute une chef de production. Donc elle qui avait des études en agroalimentaire, qui avait bossé en agroalimentaire. Et, Enfin, une vraie personne dans cette équipe d'amateurs. Quelqu'un c'est ça, qui avait un quelqu'un truc. qui est légitime, quoi. Voilà. Et là, mon but, c'était de moi de sortir de la prod et puis faire les biscuits surtout. D'accord. Parce que c'était pas ma valeur ajoutée. Mais il y a pas un moment où tu pètes une pile, tu dis faire les biscuits je veux plus jamais en faire un en fait. Si, non maintenant, je veux plus en faire. Ouais. Mais quand elle est arrivée, que je suis sortie, je me suis dit plus jamais. Et là, je suis retournée il y a 2 semaines pour Noël, mais j'étais pas retournée depuis 2 ans. J'avais pas fait de biscuits. Ouais. Et là, je suis retournée en prod et c'était incroyable de voir comment on fait maintenant, quoi. Enfin, je le voyais, mais de le faire avec eux, de retamponner les biscuits et tout. J'étais contente en fait. Ouais. Et ouais, mais quand elle est arrivée, je me suis dit, j'en peux plus, quoi. Je dois avoir un record du monde de biscuits. J'en pouvais plus, quoi. T'as une idée vague de combien t'as fait de biscuits? Je sais pas, mais peut-être on peut compter 500 par jour sur 3 ans, peut-être. 2 ans et demi. 365 jours, non, 200 jours par an? Non, 350, allez, quoi. Non, je faisais tous les jours. Ouais. Et ouais, parce qu'en plus, je m'autorisais même pas à partir. Je me dis, mais s'il y a une commande qui tombe et qu'il faut que je fasse les biscuits, je peux pas, quoi. C'est toujours fascinant parce que en fait, quand on t'entend, on se dit oui, il a fait ça tranquille. Tu le dis un peu, j'ai fait ça tranquille, c'était naturel. Mais en fait, c'est pas du tout tranquille. Tu te levais à 5h du matin. Il y avait un rythme à tenir quand même. Tu te levais à 5h du matin, tu faisais ça 350 jours par an. Ouais. T'as pas pris de vacances pendant des années. J'ai pris en 2015 3 semaines, c'est tout. Waouh. Bravo. Voilà, donc c'est quand même un sacerdoce, quoi. T'as fait un truc. T'as fait la guerre depuis bah, c'est pour ça que maintenant je me dis que ça marche aujourd'hui, c'est quand même mérité. Voilà, c'était pas du hasard, quoi. Et donc elle arrive fin 2016. Donc là j'ai 2 personnes en prod, je peux commencer à plus trop faire le biscuit. Et donc là, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire? Non, bah du coup j'avais quand même, en plus plus t'as de commandes, plus t'as de demandes entrantes, donc plus t'as quand même de mails et de trucs à gérer. Et à ce moment-là, donc fin 2016, par contre, gros clash avec les associés. Et là, la boîte a failli mourir, hein, mais vraiment, c'est pas passé loin que j'arrête. Et en fait, un peu avant, à l'époque où j'étais encore chez mes parents, j'ai un pote qui me partage une vidéo YouTube de The Family et qui me dit regarde, je pense que ça va te plaire. Et c'est une vidéo d'Oussama Mamar qui parle d'un truc, je sais plus trop ce que c'était. Et je sais, mais c'est génial en fait, mais c'est trop ce que je pense, moi aussi je fonctionne comme ça et tout. Donc je regarde toutes les vidéos et j'envoie un mail et je dis merci pour les vidéos, moi aussi j'ai créé un truc et ça m'a bien aidé, quoi. Donc j'envoie juste un mail comme ça pour dire merci et quelqu'un me répond et il me dit bah tu fais quoi, viens nous voir.
Donc là, j'y vais, je suis trop contente, tu vois, je vais à Paris, au truc que je vois sur YouTube. Et donc là, j'ai un rendez-vous, ils me disent, bah ok, tu fais partie de The Family, c'est bon, quoi, si tu veux. Maintenant, c'est un peu plus dur pour rentrer, mais 2015, c'était comme ça. Et du coup, c'est The Family qui m'a aidé à régler un peu le conflit avec les associés, parce que s'ils n'avaient pas été là, c'est sûr que j'aurais arrêté. Et c'est quoi? Il est né comment? C'était quoi ce conflit? En fait, donc moi j'étais à Aix et les deux associés n'étaient pas eux dans le dur, quoi. Ils n'étaient pas dans la prod. Ils voyaient pas ce qui se passait, notamment celui qui était à Paris. Et du coup, il y avait entre leur vision du truc et la réalité du terrain, il y avait trop un écart, quoi. Et tu vois, ils avaient jamais bossé en production, ils comprenaient pas vraiment comment ça se faisait, et tu vois. C'est genre, non, mais faut pas faire ci, faut pas faire ça. Même au niveau de la marque, tu vois, ils voulaient que je le fasse d'une certaine façon. C'était pas ma vision du truc. Et puis, je me sentais dépossédée de la marque et j'avais l'impression de rien faire bien et j'en avais trop marre, quoi. Alors qu'à l'origine, toi, tu les avais fait rentrer pour le business, pour structurer, peut-être plus que pour parler des biscuits ou de la marque, quoi. Oui. D'accord. Et du coup, à un moment, j'arrivais plus. Et du coup, j'ai dit, faut qu'on se sépare, j'en peux plus, quoi. Et du coup, ils ont pas voulu et tout, donc c'était assez compliqué. On se parlait qu'à travers les avocats pendant plusieurs mois. D'accord. Ouais, très compliqué. Et au final, on a trouvé un arrangement où j'ai récupéré 3/4 de leur part. D'accord. Pour une certaine somme. Que tu payes encore. Oui. D'accord. Et c'est grâce à Oussama qu'on a réussi à trouver cet arrangement. Donc ils sont encore à ton capital aujourd'hui? Ouais, ils sont encore à mon capital, mais on s'est plus jamais revus, on s'est plus jamais reparlé. D'accord. Ouais. Et voilà. Et du coup, ils sortent début 2017. Et voilà. Et c'est quoi ton Et là, je me suis dit plus jamais, quoi. Là, je reste maître de mon truc. Ça fait 2 ans, à peu près. Ouais. Et c'est quoi ton bilan là-dessus? T'avais besoin d'eux, de toute façon, à un certain moment. Je me dis, j'avais besoin d'eux. Donc, de toute façon, je sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Je sais pas, je sais vraiment pas comment j'aurais pu faire. Après, le truc, c'est que je me suis associée trop vite et sans les connaître, sans savoir comment bosser ensemble, ce qu'ils attendaient de moi, ce que j'attendais d'eux. Ça allait trop vite, quoi. Mais t'as l'impression d'un peu du coup d'avoir fait un mauvais deal ou finalement tu te dis attends. Non, c'était pas mauvais dans le sens où c'était utile. Enfin, ça m'a servi. Après, c'est sûr que. En fait, maintenant, tu vois, avec le recul, des fois, je me dis à refaire, je les aurais pas fait rentrer, mais maintenant, je me dis aussi, si t'étais pas rentré, autant il y aurait plus rien eu, donc c'était peut-être bien, quoi. Et c'est quoi l'incidence au quotidien? Tu vous mettez combien de temps à régler ça? 6 mois? Ouais, à peu près. Entre le jour où ça commence à. Ouais. Et c'est quoi l'incidence sur le. Alors, il y avait déjà les 2 personnes chez toi? Ouais. Et donc, du coup, la prod se gérait à peu près bien. Et toi, t'es quasi full-time là-dessus, sur ce clash ou... Non, pas full-time, hein, mais c'est sûr, c'est quand même dans un coin de ma tête. Et j'y pense, quoi. Et en fait, le truc, c'est que tu dois montrer aux clients sur Instagram, aux salariés que tout va bien. Alors qu'en fait, t'es au bout de ta vie, quoi. Et du coup, j'ai envoyé des mails à mes parents, donc qui étaient encore en Afrique, tout le temps, mais peut-être tous les 2 jours pour leur dire mais j'en peux plus et tout, j'ai trop envie d'arrêter. Je sais pas comment je vais faire. Ce qui devait être facile à gérer pour eux de là-bas aussi, j'imagine. En fait, je pense que j'avais besoin de vider mon sac aussi, tu vois. Parce qu'après, quoi qu'ils me répondent, tu vois, je sais presque même pas les réponses, tu vois. C'est juste pour dire à quelqu'un que j'en ai marre, quoi. D'accord. Et donc là, depuis 2 ans, tu n'as pas d'autres associés? Alors, donc j'ai continué toute seule. Et là, j'ai fait une petite levée de fonds en juin. Donc là, j'ai des actionnaires, mais tu vois, qui me laissent faire le truc, quoi. D'accord. Ouais. Qui sont là pour une histoire de croissance. Oui, voilà. D'accord. Mais j'ai pas de cofondateurs, d'associés qui sont vraiment là dans le truc. Mais j'ai des salariés. C'est chantier, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, donc deuxième salarié il y a à peu près fin 2016. Ouais. Et après, comment ça escalade? Donc j'ai Marie-Pierre qui tombe enceinte. Donc, elle est pas là fin 2016, début 2017. Donc, je prends quelqu'un pour la remplacer. Et du coup, cette personne reste parce que ça se passait bien et on avait besoin. Et été 2017, je prends une 4e personne parce que là, c'est vraiment là où Instagram a commencé à exploser pour nous. Et comment ça a explosé, ça? Alors, attends, on va finir là-dessus, pardon. Mais tu prends toutes ces personnes sont à la prod. Hein. Que la prod. Ouais. D'accord. Toi, tu gères le business, email, relations clients, comptable, légal. Je fais des allers-retours à Paris. Voilà. Ok.
En fait, sur ces années, tu gères quand même. Moi, j'aime beaucoup le contenu, d'où ce podcast et d'où. Tu gères comment tout ça? C'est-à-dire que c'est Instagram uniquement? Tu postes tu t'envoies des emails, des newsletters? C'est quoi tout? Ouais, non, j'ai dû faire une newsletter par an, un truc comme ça. Ouais, c'était Instagram, et après, ouais, on a beaucoup de demandes entrantes, et notamment du fait que quand les gens commandent, ils les distribuent. Donc en fait, voilà, Frischti, ça fait plein de gens qui connaissent, les hôtels, les mariages. Donc en fait, il faut plus gérer la demande entrante qu'aller chercher des clients. Chercher des clients, j'ai jamais fait presque. Et alors, du coup, après, les gens les distribuent, mais comment ils te trouvent? Il faut taper biscuit personnalisé, on tombe sur Chanty Biscuit? Ouais, soit biscuit personnalisé, soit c'est des gens qui ont eu un biscuit, qui ont entendu parler, beaucoup de bouche à oreille. D'accord, ouais. Très bien. Parce qu'en effet, il faut. Il n'y a pas marqué Chanty partout sur tes biscuits, quoi. C'est marqué derrière, quoi. Ouais. Ah oui, quand même, ouais. Sur la petite. Très bien. Je vais finir par le goûter. Hein. Je vais pas te faire tout ce podcast sans manger un biscuit des générations do it yourself. D'accord. Et ça ressemble à quoi, du coup, un atelier tel qu'il est dans ton nouveau dernier bureau maintenant? Dans mon dernier? Enfin, dernière unité de prod ou... Là, c'est quasiment une usine. Hein. Enfin, après, je sais pas où est de quand tu passes à l'artisanat à l'usine, bon, un peu entre les deux. Mais là, maintenant, c'est 820 mètres carrés. Ouais, donc on a, je crois, 100 mètres carrés, un peu 80 mètres carrés de bureau, et le reste, c'est de la prod. Mais là, on a fait un truc énorme. On s'est dit, je me suis dit, je redéménagerai pas, parce que là, c'était un an de travaux, un investissement de fou. Donc là, t'as une salle de fabrication, une salle de cuisson, une salle de refroidissement, une salle d'emballage, une salle stockage produits finis, la chambre froide, vestiaire, homme-femme, tout ça, tout aux normes. Là, c'est incroyable. Parce que c'est ça, en fait. Petit à petit, tu rajoutes... Au début, les normes, t'es pas complètement dedans, j'imagine. Hein? Pas du tout. On fait au max, tu vois. Mais après, il y avait des trucs, c'est des investissements énormes. Et là, on a tout fait aux normes. Après, tu vois, c'était pas non plus... Non, mais enfin, j'imagine que t'es sur de l'alimentaire, il y a quand même des choses, il faut respecter voilà. un minimum, des process, des tas de choses. Ouais. D'accord. Ouais. Et ça vient petit à petit. Ouais, en fait, tu fais petit à petit, quoi. Et aujourd'hui, tu peux produire à partir de combien de biscuits? Si moi, je veux des biscuits alors, avec le marqué minimum Mathieu de commande, Stéphanie. c'est 20 biscuits. 20 biscuits? Ouais. C'est pas beaucoup, hein. Non, à l'époque, c'était 10 le minimum. Et on a basculé à 20 en 2017, à l'été, parce qu'il y avait trop de commandes. Et là, on s'est dit, c'est plus possible, les petites commandes. Mais tu gagnes de l'argent si je te commande 20 biscuits? Oui. Ouais. On va assez vite maintenant, mais 20 biscuits, c'est sûr que c'est hyper long à faire quand même. Parce qu'il y a quand même un process manuel encore. Ah oui, là, ils ont été tamponnés par quelqu'un à la main. Ouais. Oh là là. Ah oui. Et alors, du coup, vous produisez combien de biscuits aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, ça dépend. Parce que si on fait une journée où on fait que des petites commandes de 20 biscuits, en fait, on produit beaucoup moins que si tu fais une grosse commande, tu changes pas le texte. Avec les machines qu'on a, parce que sachant qu'on a reçu plein de nouvelles mais qui sont pas encore en route, aujourd'hui, si on fait une journée que des petites commandes, c'est du 10 000 par jour. Et si c'est des grosses commandes, c'est du 30 000, 20-30 000. Ouais. Et là, on a acheté des machines et tout qui devraient être en route janvier. Et j'aimerais qu'on monte à 50 000, quoi. Et il y a des jours où vous en produisez effectivement Ah oui. D'accord. Ah oui, oui. Et tu vends où? En France, dans le monde, partout? France, un petit peu Europe. D'accord. Mais pour l'instant, comme c'est alimentaire, on peut pas envoyer aux États-Unis, tout ça, parce que t'as des normes et tout. Donc c'est que Europe pour l'instant. Mais allez, à 99% en France. Et c'est quoi? Raconte-nous quelques clients fun ou différents, des choses que je sais pas ce que tu peux nous raconter, mais. Alors le plus marrant, c'est le B2C quand même. Ouais. Parce que le B2B, c'est. Ah oui, tu dois avoir des trucs un peu chelous. Ah ouais, t'as de tout. T'as quand même la majorité des commandes, c'est quand même des déclarations d'amour ou des anniversaires, des trucs comme ça. Mais maintenant, plus on met des trucs drôles sur Instagram et plus les gens font des commandes drôles. Et qu'est-ce qu'on a eu? Un petit accent en effet de temps en temps. Sur drôle. Ouais, drôle. Et oui. Voilà, je racontais tout à l'heure qu'on avait une commande qui était marrante. C'était une fille qui avait sa soutenance de stage et qui a commandé des biscuits pour ses profs avec marqué « Je mérite une bonne note ». Très bon. Ça. Trop marrant. On a des gens qui se sont fait larguer sur les biscuits. C'est vrai? Ouais. C'est quoi les messages? D'ailleurs, c'est un peu notre biscuit phare. En fait, c'est une fille qui m'avait contacté sur Facebook et qui m'avait dit « J'ai découvert tes biscuits et je veux larguer mon mec, c'est trop cool ». Et du coup, elle a commandé « Je te quitte » sur les biscuits.
C'est trop génial. Et, et nous, en plus, c'était au moment où on avait que des demandes, des bonnes fêtes maman, des déclarations d'amour, des trucs. Nous, ça nous fait pas rire. On est un peu sarcastique dans l'équipe. Ça se voit bien sur le. J'ai vraiment suivi Chanty Biscuit sur Instagram. Je ne prends pas de commission. Mais en effet, mais c'est des vrais biscuits que tu mets là ou c'est des trucs que vous faites pour vous marrer? Sur Instagram, c'est à 95%, c'est moi qui trouve les messages. D'accord. Mais des fois, c'est des commandes qui m'inspirent. Parce qu'il y a quand même des petits. J'ai oublié ma culotte chez toi. J'ai adoré. Tu es l'homme de ma nuit, c'est pas mal. Ouais. Mais souvent, c'est tiré des conversations que j'ai avec des gens où. Je parle pas aux inconnus moches. L'humour vaincra. J'ai vu quoi La meilleure sœur, c'est la tienne. Ah, c'est pas mal. Non, il y en a Fayot, j'adore. Non, mais c'est génial pour faire passer. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même tout ce sens que tu mets autour d'un biscuit, qui est quand même une signification peut-être un peu douce, rêve, enfance, etc. Où toi, tu as cette espèce de bûche-toi le cul, par exemple. Hein. C'est pour Noël. Voilà. Tu es ma notification préférée. Donc, tu as des trucs qui peuvent être un peu va te faire cuire le cul, enfin tu vois, Oui. un petit peu trash sur un biscuit. C'est très paradoxal en fait. En fait moi si je commandais des biscuits, je prendrais un truc drôle, enfin moi c'est ce que je ferais et du coup c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me vient à l'idée quoi. Enfin c'est devenu naturel et justement le fait que le biscuit ce soit un truc tout mignon, tout doux, et ben ça permet d'adoucir le message quoi. Mais je hais les couples. et ça, c'est vrai que c'est quand même vraiment très. Je pense que c'est l'une des raisons peut-être du succès, au moins sur Insta. Sur Instagram, c'est sûr. C'est l'humour et le côté très, très, très ambivalent du truc. Du coup, évidemment, dès qu'on ouvre ce truc, t'es mignon mais un peu con. Et les photos sont bien faites en plus. C'est vraiment très cool. Et vraiment, je pense que vous devez voir des trucs. Et comment ça se passe si je te fais une commande et que je fais une grosse faute d'orthographe dessus? Ah bah alors ça, c'était un gros sujet chez nous. Alors avant, quand je voyais une faute, j'envoyais un mail au client et je dis vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé et tout ça, mais maintenant on n'a plus le temps. Et on se dit les gens ils valident quoi. Et parce qu'en plus des fois c'est fait exprès. Des fois, c'est des jeux de mots, c'est des trucs entre les gens. Et ça nous est arrivé où on demandait aux personnes, vous êtes sûr que c'est ça le bon texte? Et le temps qu'elles te répondent, ta commande elle est bloquée. Après, tu livres plus tard que ce qu'ils attendaient. Et maintenant, je me dis, ils valident. Voilà. Donc, t'auras ta faute. Ne faites pas de faute. Quand vous commandez sur Chanty, vous passerez pour un con et ce ne sera pas de leur faute. Parce que dans un univers similaire, pendant un moment, j'ai fait des cartes de visite en métal. Et en fait, l'enfer que je vivais, et je pensais à toi quand je pensais à toi, tiens, je t'en donne une. En fait, l'enfer que je vivais sur ce truc, alors c'était mon trip était de me dire, je veux être leader mondial de quelque chose à la con. Et donc j'étais leader mondial de la carte de visite en métal. D'accord. J'ai réussi ça. Et au bout d'un moment, en fait, tu te retrouves à... Alors, tu as des grosses commandes aussi, c'est pareil. J'ai eu des Audi, des Baccarat. Et comment tu les faisais? Et je les faisais faire en Chine. D'accord. Gravure laser, découpe laser. J'ai testé à peu près tous les ateliers de Chine. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à ce truc où, à chaque commande... C'est pour ça que je te posais ces questions sur ces biscuits. En fait, j'étais content de faire une vente, mais je me disais maintenant, il faut la faire. Tu vois, il y a quand même des certains e-commerce. Oui. Alors aujourd'hui, tu as un peu cassé ce code, mais certains e-commerce où en fait, tu as du stock. Quand tu as une commande, en fait, ça part à ton entrepôt. Tu vois même pas les commandes passer en fait au bout d'un moment. Alors, tu passes toujours un peu par là au début. Mais là, à la fin, en fait, tu sais, j'avais vraiment ce truc de me dire... Il faut que et tu dois passer du temps parce que les types disent non mais le rouge il est pas bien et puis il te faut une faute d'orthographe puis ils te font le machin. T'es passé par là un peu toi? Oui. Ouais. Moi j'étais un peu comme ça pendant longtemps de me dire je suis trop contente d'avoir la commande mais ok des fois c'est comment on va faire, est-ce qu'on va avoir le temps, le délai et tout. Et en fait ce qui m'a fait un peu changer de mentalité, c'est ma chef de production qui est un peu l'inverse. Elle est en mode plus de commandes encore. Même là à Noël elle était sous l'eau. Elle a dit, parce que genre un directeur commercial maintenant, elle fait ah tu fous quoi et tout alors que et du coup elle est en mode mais t'inquiète, nous on veut des commandes donc voilà.
C'est un peu elle qui m'a fait basculer dans l'autre sens. Donc c'est une question de trip, c'est-à-dire que chacun a son trip. Ouais. Et en fait, quand t'es peut-être un peu business, il y a un moment où la prod, je vais pas dire que ça me révulsait, mais en tout cas, j'avais ce truc où je me disais, je dois faire alors là, tu vois, il y a beaucoup de créa, etc. C'est très différent aussi, hein, des gravures, des coupes, mais comme c'était très cher comme objet, on vendait ça 5 € hors taxe pièce, tu vois, donc évidemment, mais comparativement à ton prix de biscuit, c'est un peu ça. Hein. Très bien. Et donc, aujourd'hui, tu fonctionnes dans les calendaires, c'est ça, ou ton exercice fiscal? Ouais, alors en fait, on finissait au 30 juin et là, on vient de basculer, on finit au 31 décembre. Et du coup, ton objectif, c'est de faire combien de biscuits, je sais pas, en 2019 ou en fait, jusqu'à présent, je fonctionnais pas trop en nombre de biscuits. Moi, je m'étais dit, il faut que je triple tous les ans. D'accord. Ce que tu as réussi à faire ces dernières années? Ce que j'ai réussi à faire tous les ans, quasiment. Et maintenant, je me dis, maintenant qu'on a déménagé, qu'on va avoir les machines et tout, je veux faire x4 ou 5. Voilà. Et x4, d'accord. Mais nous, le souci, c'est toujours comment on va faire les biscuits. Mais maintenant qu'on va plus avoir ce problème, j'espère. Mais x4 ou 5, t'as plus besoin d'avoir x4 ou 5 personnes en plus. Tu dois pas doubler, tripler le nombre de personnes. Si, en production, quoi. Ouais. Il nous faut du monde. Ouais. Mais et tout ça sur une seule ligne de production. Donc là, on n'avait qu'une ligne. Et là, on vient d'acheter des machines pour avoir 2 lignes. D'accord. Ouais. Et en fait, on va lancer aussi un nouveau biscuit. C'est aussi pour ça qu'on a déménagé. Qui va être plus petit. Il va faire genre la moitié, un tiers. Pour accompagner le café et remplacer le spéculoos. Ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qu'on ne touche pas. Déjà parce que le biscuit est trop cher et parce qu'il est trop gros. Il faut un truc plus petit qui rentre dans la tasse, une bouchée. Et ça, c'est une demande que j'avais de mes clients hôtels. Et au début, je leur disais, j'écoutais ce qu'ils me disaient, mais je me dis, on va pas se lancer encore dans un déménagement, les machines, tout ça, si on n'est même pas sûr de vendre. Et là, j'ai eu tellement de demandes que je me suis dit, ok, on va le faire. Et c'est pour ça que j'ai fait la levée de fonds pour déménager, pour acheter les machines et lancer ce truc, ce biscuit en janvier. Parce que c'était un énorme investissement. C'est là où je te demande de pas arrêter de parler parce que je suis en train de goûter ton biscuit. Alors, sinon je vais parler la bouche pleine et je vais me faire engueuler par ma mère, qui est encore là après 1 heure de podcast. Exactement. Pardon. Du coup, c'est quoi les goûts de tes biscuits aujourd'hui? Alors on a 10 parfums, donc c'est des parfums plutôt classiques. Donc tu as authentique, caramel beurre salé, vanille, chocolat, citron, fleur d'oranger, noisette, romarin. Et c'est quoi ton best-seller? Mon best-seller, ça devient le caramel beurre salé. D'accord. Qu'on a créé pour Frischti d'ailleurs à la base. D'accord. Ouais. Et c'est le caramel beurre salé, largement. Oui, et tu vas l'emmener jusqu'où, Chanty? Tu te dis pas maintenant, je vais envoyer des biscuits dans l'espace, quoi? Si, on va faire Chanty Space. Moi, je pense que mon gros marché est aux US déjà. Ouais. Et du coup, mon but, c'est de lancer aux US. Sauf qu'il va falloir produire sur place. Ouais. Donc, je pense que ce sera pour 2020. Et là, j'aimerais. T'es marrant. Moi, je en 2019, mais. Non, mais t'as quand même une bonne vision maintenant de. Au-delà de The Family, t'as suivi des cours, tu fais des choses. Comment tu progresses maintenant? Non, The Family. Après, c'est un peu des rencontres, grâce à The Family surtout, de parler à des gens, les podcasts. Évidemment, les podcasts. Non, mais vraiment, les podcasts, d'écouter les histoires des autres. Et puis après, c'est à force de faire. Même sur Instagram, au début, j'avais pas du tout de stratégie, quoi. Je mettais un peu les commandes, genre des photos comme ça. Puis après, tu comprends un peu mieux c'est quoi Chanty Biscuit, c'est quoi la marque, c'est quoi que je veux véhiculer. Et en effet, ça marche, tout ça. Donc, c'est au fur et à mesure. Tu aurais quelques conseils à nous donner sur Instagram? Comment tu fais pour émerger? Déjà, la question, c'est qu'est-ce que tu cherches sur Instagram? Voilà. Qu'est-ce que tu cherches, qui tu vises et quel message tu veux faire passer? Et après, je pourrais t'aider. Mais moi, j'adore Instagram et j'ai plein de potes qui ont des boîtes ou quoi et je les aide dessus. J'adore ça. Et qui arrivent tous à émerger. Enfin, vous après, moi, je leur donne des idées et tout ça, quoi. Mais un des secrets, c'est de produire beaucoup quand même, non? Tu postes tous les combien, toi? Tous les matins. Ouais. Tous les matins. Et en fait, c'est devenu un peu le rendez-vous des gens. Ils savent que quand ils se lèvent, ils ont la photo de Chanty. Et ça, on va te dire, oui, mais pour toi, c'est facile, alors que c'est pas du tout vrai.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les business, on me dit non, mais moi, je peux pas poster tous les jours. Et bah, si, tu peux. Ah bah c'est pas facile, hein. Surtout là après autant d'années de trouver toujours des messages de biscuits, faire les photos. Et là j'étais arrivée à un stade, même il y a quelques semaines, où j'ai fait une Insta-crise. J'étais là, mais j'en ai marre de mon Instagram, c'est toujours pareil. J'arrête. Non mais j'étais là, je suis sûre que les gens se lassent. Tu le gères toi-même toute seule. Ouais, je gère toute seule. Et tu fais des photos avec un téléphone. J'ai un appareil photo, j'ai un D'accord. réflexe. Ouais. Un beau réflexe ou un truc? Non, un truc, un réflexe basique. Après les stories, je les fais avec l'iPhone. Mhm. Et du coup, j'étais là. Mais je pense que c'est parce que j'étais fatiguée aussi. Et j'étais là, j'en ai marre sur Instagram, c'est toujours pareil. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de renouveau. Et du coup, j'ai fait des stories où je disais ça aux gens. Et tout le monde m'a répondu. Et c'est trop bien. Les gens m'ont dit non, mais c'est trop bien de te remettre en question. T'inquiète, quoi que tu fasses, on suivra toujours. C'était trop mignon. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que les gens suivent sur Insta, c'est qu'ils savent que je suis totalement moi-même. Et t'as automatisé un petit peu ces choses-là. Tu publies tout un jour pour tous les jours de la semaine. Tu Non. utilises des logiciels et machin. Non. Non, Tu non, fais non. quand même pas ça, les photos tous les jours. Tu les fais toutes d'un coup. Ou Ouais, pas j'en fais 3-4 d'un coup en général. Mhm. Des fois un peu plus. Mais là, il faut que j'arrive à automatiser parce que ça me prend trop de temps. Mais le problème, c'est de faire les photos. Enfin, faire les biscuits, faire les photos. Donc, je peux pas faire trop d'avance. Déjà parce que souvent, j'ai pas d'idée. Et ouais, je suis pas assez organisée. Mais les stories, par contre, c'est que de l'impro. C'est vrai. Ouais. Mhm. Et d'accord. Et que en temps réel, du coup. Oui, des fois, pas une- j'enregistre des trucs que je peux garder au cas où, Mhm. si j'ai un blanc. Mais sinon, ouais, c'est de l'impro. D'accord. Et du coup, c'est quoi tes plus grosses... Alors déjà, félicitations parce que t'as eu un ou plusieurs, j'imagine, super prix. Mais quoi, c'était Veuve Clicquot récemment, Ouais, c'est ça, c'était ouf. C'était quoi? C'est Raconte-moi. tellement ouf que je me suis fait tatouer une coupe de champagne. T'as quelques tatouages, je vois ça. Ouais, J'ai l'impression j'ai qu'au le Bisqueen. de Bisqueen, en fait, au fur et à mesure de cet enregistrement, je découvre qu'il y en a un là, derrière l'oreille. même un tatouage Instagram. D'accord. Donc c'était quoi? Alors, donc, j'ai gagné le prix Clémentine de Veuve Clicquot. Donc, en fait, tous les ans, ils récompensent 2 femmes. Là, il y a le prix Femme d'affaires. Donc là, c'est Nathalie Bala de la Redoute qui l'a reçu. Ouais. Et il y a le prix Clémentine, c'est un peu les espoirs entrepreneurs. Donc, c'est plus des jeunes, des business jeunes comme moi. Et en fait, ça récompense plus la personne que le business. Et le côté... le mot qui revient tout le temps avec Veuve Clicquot, c'est l'audace. Et en fait, quand j'ai candidaté, je sais plus, j'avais vu passer le concours, donc je regarde le questionnaire et je me dis, bon, bah, c'est des questions, je peux répondre en 2 secondes, t'as pas besoin de mettre le chiffre d'affaires et tout ça. C'était genre, comment tu te décris en tant qu'entrepreneur, c'est quoi l'engagement de ta boîte et tout. C'est quoi l'engagement de ta boîte? Ouais, je me suis dit, avec Chanty Biscuit, je veux montrer qu'on peut partir de rien et faire quelque chose de cool en restant soi-même, sans se prendre la tête, etc. Et du coup, j'étais dans les 4 finalistes et j'étais vraiment surprise parce que je m'étais dit, j'ai vu les anciens gagnants, je me suis dit, non mais, je postule pour le fun, quoi, mais. Et j'étais là, ah ouais, c'est ouf quand même. Donc déjà, je me suis dit, j'étais contente d'être dans les finalistes et de me dire d'un groupe comme Veuve Clicquot, LVMH, qui reconnaissent mon business et mon parcours d'entrepreneur, sans diplôme. Et ouais, donc j'ai gagné, là j'ai eu le prix il y a 1 mois. Et c'était assez ouf parce que du coup, j'ai dû faire un petit discours. Et du coup, j'ai dit, je suis contente de quelqu'un qui part d'un village perdu, qui réussit au milieu du luxe. J'ai pas fait de grand écart, je savais pas ce que je faisais, j'ai pas levé des millions d'euros. Et quand j'ai dit ça pendant le discours, tout le monde a applaudi, ils m'ont crié et tout. C'est fou. Et en fait, c'est ce que les gens aiment voir, je pense. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, quand on en parlait, que tu changeais un peu d'avis là-dessus, sur le côté autodidacte et d'assumer un peu peut-être plus. Ouais. Je me dis maintenant, c'est aussi pour ça que les gens, ils aiment bien Chanty Biscuit, parce qu'ils peuvent s'identifier aussi. Je pense, j'aurais pu être n'importe qui aurait pu. Il y a quand même un moment où, je veux dire, quand ça fait 5 ans que tu fais ça. Ouais. On est en 2018 pour ceux qui l'écoutent plus tard, fin 2018. En 5 ans, je veux dire, l'école que t'as pas peut-être faite avant, tu l'as faite maintenant. Je veux dire, dans le dur, mais tu l'as faite. Oui. Je veux dire, tu connais mieux la compta que n'importe qui à la sortie d'une école de commerce. Tu connais mieux le marketing. Tu connais, je veux dire, oui, tu connais peut-être pas, je sais pas, le SWOT et les 4P, je sais pas, voilà. Mais en l'occurrence, ça t'a pas empêché d'arriver là où t'en es. Et tu l'as probablement improvisé à ta manière, comme tu l'as prouvé plein de fois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi potentiellement une force d'être autodidacte et quelque chose où
moi, je trouve ça hyper beau. Je suis hyper impressionné et admiratif des autodidactes. Je me le sens un peu dans l'âme parce qu'en fait, par moment, même si j'ai eu la chance de pouvoir faire une école mais par moment, je n'hésite pas à me lancer dans de nouveaux trucs que je connais absolument pas, au contraire, parce que je trouve ça hyper cool ou parce que ça me fait marrer. Ce podcast, c'en est un exemple. Je me suis dit, je vais en faire 10 et puis on verra ce que ça donnera. Puis aujourd'hui, j'en suis à 60 et quelques et ça m'éclate. Et à la limite, s'il y a des gens qui aiment pas, ils l'écoutent pas, c'est pas grave, tu vois. S'il y a des gens qui aiment bien, ils me le disent et c'est sympa et ça me fait hyper plaisir. Mais donc ouais, tout ça pour dire que moi je trouve ça hyper admiratif et tu dois absolument, je pense, le revendiquer parce que c'est vraiment une force à mon sens. Bah maintenant c'est ce que je fais et puis aussi maintenant que j'ai recruté des gens qui sont hyper forts dans leur domaine, c'est eux qui m'apprennent tout en fait. Moi c'est mes salariés qui m'apprennent la vie quoi. Enfin après moi tu vois j'ai la vision de la boîte et j'arrive je pense plus qu'avant à me faire confiance et écouter mes tripes tu vois donc dire ça je le sens pas ça je le sens mais tous les trucs un peu techniques tu vois c'est même en management tu vois moi je suis pas du tout mais c'est vrai je me permets excuse-moi mais c'est vrai tout le temps c'est vrai partout je veux dire heureusement moi j'ai des designers ici ils m'apprennent la vie le design j'ai des techs des gens qui font de la data qui sont tous extraordinaires vraiment des gens qui font du contenu c'est pas parce que encore une fois je pense que c'est un vrai talent et une vraie maîtrise de ton projet je pense non bah en fait je pense que faut savoir se remettre en question moi je suis toujours là à dire voilà, comme j'ai pas trop confiance en moi mais maintenant un peu plus à me dire tu vois je comprends pas je vais demander et j'ai plein de gens qui m'accompagnent même la levée de fonds tu vois je me suis fait accompagner tu vois même les pactes et tout quand j'ai vu les trucs c'est 2 mecs qui s'appellent Grégory Edberg et David Larocque qui m'ont aidé sur la levée de fonds et ouais tu vois qui m'ont expliqué comment fallait pitcher comment ça se passait mais ça c'est très classique. Beaucoup d'entrepreneurs se font accompagner sur des levées de fonds. Voilà, mais en fait, sur tous les sujets, tu vois. Même là, quand j'ai recruté il y a 3 mois un COO, et surtout pour m'aider sur la partie finance, parce que moi, là, ça me dépassait complètement. Et tu vois, comment tu recrutes un mec en finance quand il connaît rien en finance, tu vois. Et du coup là je me suis fait tu vois j'ai une de mes investisseuses tu vois qui a fait passer l'entretien et puis après ce mec il m'apprend énormément de choses même en management tu vois c'est lui qui m'explique tu vois il faut faire comme ci il faut faire comme ça alors là tu vas aller lui parler tu vas comme ça tu vois parce que moi je sais pas faire et maintenant que je suis bien entourée dans l'équipe même d'ailleurs maintenant que je suis bien entourée je sais plus trop ce que je dois faire mais c'est des gens qui m'apprennent quoi. Tu sais plus trop ce que tu dois faire vraiment? Bah en fait là je suis arrivée à un stade j'ai eu un gros moment de doute, enfin pas de doute sur Chantilly Biscuit ni rien, mais où là, fin d'année, je me suis dit ok, j'ai réussi tous mes objectifs de l'année, dans le sens où on a déménagé, j'ai recruté les mecs qu'il me fallait, j'ai atteint le chiffre d'affaires que je voulais. Je me suis dit ok, là j'ai eu un gros coup de fatigue et je me suis dit bah c'est quoi la suite quoi. Et maintenant que j'ai un mec calé en marketing, calé en finance, calé en production, quoi je cherche quoi, tu vois. Et bon après il y a eu les commandes de Noël donc j'ai plus eu le temps de réfléchir. Et t'as pris des vacances depuis, non en fait c'est un peu c'est peut-être ça la suite hein, c'est peut-être ça c'est les bons moments même tous que... mes salariés ils me disent on aura réussi quand on aura réussi à te faire partir. Non mais je pense que beaucoup de bons investisseurs ça a été le cas de Ring chez WeFlash, une société qu'on a créée. Ah, mais j'ai eu un rendez-vous chez WeFlash. Chez WeFlash, ah super, avec Thibaut, non? Avec Jim. Jim, ok, super, oui. Voilà. Ouais. Qui a commandé plusieurs fois d'ailleurs. Tu sais que c'est une société que j'ai créée, WeFlash. Bart me l'a dit. D'accord, voilà. Et donc aujourd'hui, ils sont complètement émancipés et c'est une équipe incroyable, ils sont tous hyper forts. Et ils ont un super investisseur qui s'appelle Ring. J'ai eu le patron Geoffroy Bragadier dans ce podcast, qui lui a dit à Thibaut, le CEO de WeFlash, quelques semaines après l'investissement, et on parle quand même de gros investissements en millions d'euros, et qui lui a dit maintenant tu pars en vacances. Et genre en insistant, en disant tu prends 2 semaines au moins et tu pars en vacances. Ouais, et en fait ouais, mais je pense que quand tu te poses ces questions-là, en fait, c'est pas tant que t'es cramé, c'est juste que les vacances, c'est un moment où tu prends du recul, quoi. Ouais, non? Oui, en fait, c'est devenu un peu un running gag, même avec mes salariés, parce que ça fait 4 ans que je prends des billets d'avion et que je pars pas. C'est vrai? Donc l'autre jour, j'ai encore pris des billets, ils m'ont dit, mais de toute façon, tant que t'es pas dans l'avion, on sait que t'es pas parti. Et là, ils sont valables encore? Ouais. Non, mais les 2 premières fois, j'ai pris les billets, et donc je suis pas parti au dernier moment, donc j'ai perdu les billets. Et les 2 dernières, donc la dernière, c'était il y a 1 mois, j'ai annulé 2 jours après.
Tu sais, j'ai coup de pression. Je fais non, mais je ne peux pas partir. Ça te fait peur de partir? Ouais, en fait, ça me fait peur, je pense, de me dire d'être livrée à moi-même sans chantilly biscuit. Parce que je vis tellement à travers ça, de me dire j'ai peur de me confronter à chantilly sans chantilly biscuit. Mais emporte tes biscuits avec toi et tu feras probablement un beau voyage. Je garde avec moi. Un beau voyage avec des chantilly biscuits sur Instagram qui nous enverront en plein hiver des biscuits de la plage. Ça nous fera du bien, quoi. Très bien. Comment tu t'organises aujourd'hui maintenant? Est-ce que t'arrives, alors au-delà de ces vacances que tu prends pas, à avoir des soupapes, des choses, ou t'es toujours à fond dans le dur 7 jours sur 7? Je suis toujours à fond. Ouais. Maintenant, un peu moins le week-end. Mais là, comme j'ai recruté et tout, c'est un peu moins violent, on va dire aussi le quotidien. Même si il y a encore, genre à Noël, par exemple, où pendant 3 semaines, t'as le triple de commandes. Et là, je me suis retrouvée à retourner en prod faire les biscuits. Donc, de 8h à 18h, tu fais les biscuits, les colis avec l'équipe. Et avant et après, tu fais le reste. Ouais. Donc là, c'était un peu chaud. Mais non, mais c'est un peu mon problème, c'est que j'arrive pas du tout à déconnecter. Et je veux dire, tu as des soupapes de sport, de lecture, de choses comme ça, de yoga, de méditation. Non, les autres années, mais j'ai arrêté début d'année dernière, je faisais du cheval. Ouais. Donc le cheval, c'est vraiment, t'es à cheval, t'as pas de téléphone. Là, t'es vraiment pendant 2 heures un peu hors du truc. Mais là, non. Et puis cette année était tellement chargée que même quand j'essaye, tu vois, ça me stresse, quoi. J'arrive pas. Mais c'est un problème. Oui, je me permets pas de dire ça parce que je pense qu'on passe tous par là et que voilà, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. C'est pas à moi de le faire en tout cas. Mais si tu étais à la place de Chanty ou si tu te mets à la place des gens qui nous écoutent, qui ont l'impression un peu d'être comme toi, alors pas tous, hein, mais et qui se disent j'y connais rien, je vois pas comment je pourrais lancer un business, etc. Qu'est-ce que c'est les petites recommandations que tu pourrais faire? Alors moi je pense que je l'ai fait aussi parce que j'ai pas réfléchi trop à la suite, enfin tu vois, de me dire comment je vais faire pour faire ça après, tout ça. Je me suis juste dit c'est quoi le premier truc à faire, c'est ça, ok, je le fais. C'est quoi le deuxième truc, c'est ça, je le fais. Et après tu vois ce qui se passe, quoi. Mais c'est sûr que si au début je m'étais dit ouais, comment je vais faire dans 2 ans pour produire tant de biscuits, les envoyer et tout, j'aurais eu peur. Ouais, voilà. Et après c'est sûr qu'à un moment faut prendre des risques. Enfin, en fait, quand je bossais à mi-temps, donc j'avais 2 jours par semaine, et au bout de 6 mois, ma boss me dit maintenant c'est le temps plein ou la rupture conventionnelle parce qu'on a besoin de quelqu'un à temps plein. Et moi, j'en vivais pas du tout. Hein. C'était à l'époque où je sais pas, 1 000 € par mois, même moins, quoi. Et du coup, j'étais là. Qu'est-ce que je fais? Je suis un peu perdue. Et mon père qui me dit mais tu vas pas dire non à un CDI, t'es folle, tu feras les biscuits le week-end. Mon père, il y croyait pas du tout. Et j'étais là, mais après en fait, faut s'écouter, quoi, je pense. Je me dis c'est sûr, si je le fais pas, je vais le regretter. Et puis au pire, je retrouverai un travail, quoi. C'était pas non plus le job de ma vie. Tu trouves des solutions si tu t'as un train de vie un peu réduit. Un peu réduit pendant un certain temps, et puis au pire tu retrouves un travail. Et là maintenant toujours des biscuits à manger, quoi. Ouais. Non, mais maintenant je me dis de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe? Même si là à chaque fois que j'ai un problème, ou même une machine qui tombe en panne, ou un truc hyper compliqué, le déménagement et tout, je me dis au pire du pire, Chanty Biscuit s'arrête, et je pourrais partir en vacances, tu vois. Je pourrais faire autre chose, je pourrais dormir, donc au pire c'est pas grave, quoi. Donc j'ai pas fait de caution perso ni rien. Au pire, ça aurait été trop cool, quoi. J'aurais rencontré plein de gens. Qu'est-ce que j'ai perdu, quoi. Et si je l'avais pas fait, j'aurais raté ça, quoi. Même si je pense que j'ai quand même mon corps un peu morflé pendant ces dernières années. Mais ça aurait été trop cool, quoi. Écoute, c'est un très beau témoignage. Je te remercie vraiment de tout ce temps que tu m'accordes. Qu'est-ce que tu aurais à dire à Chanty à ce moment-là où on va dire le moment où tu rentres chez tes parents et qui s'en vont et que tu commences à avoir ton truc qui devient un vrai business? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? J'aurais dit prends plus confiance en toi et écoute pas forcément les autres qui veulent te donner des conseils. Maintenant j'écoute les conseils, tu vois, mais certains trucs je m'écoute en priorité. Et à l'époque je le faisais pas, je pense.
Et depuis, t'as un ou deux bouquins à nous recommander, au-delà de donc The Family, on l'a compris, un podcast, je sais pas, des... Ouais, j'aime bien. En podcast, j'aime beaucoup Génération XX. J'aime bien Grossmakers aussi. Très How bien. I Build This, j'adore. Fantastique. Ouais, How I Build This, j'en ai encore écouté un hier avec le mec de Dollar Chef Club. Ah, non, je l'ai pas écouté, mais par contre, j'ai envie. Il m'a tué. C'est la fille de Glossier que j'avais écouté, adoré. Ouais. Et sinon, il y avait un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu au début de Chanty-Biscuit, c'était Bienheureux les fêlés de Philippe Bloch. D'accord. Et où il raconte toute l'histoire de la création de Columbus Café. Ok. Et mais vraiment franchement, avec les vrais problèmes, tout ça. Et ça m'avait vachement inspiré. Et en plus, c'était marrant parce que donc je l'avais lu, je pense, en 2014. Et à la fin du livre, je crois qu'il y avait marqué, il y avait son mail. Et du coup, j'envoie un mail et je dis oh, trop cool le livre. Enfin, j'ai adoré quoi. Et là, dans ma signature de mail, il y avait le lien Chanty-Biscuit. Il a cliqué et il m'a répondu. D'accord. Et il m'a dit bravo pour votre projet, c'est génial. Et du coup, je lui ai répondu, je lui ai envoyé des biscuits. Donc moi, je suis trop contente. Et là, je l'ai rencontré cette année. Et il est investisseur chez Chanty-Biscuit. Oh, c'est fantastique. Et c'est vraiment un livre qui m'avait marqué. Ouais. Ok, écoute, je te remercie une fois de plus. Je vais remercier aussi, je sais que tu es les coupes, mais je vais remercier ma femme qui me dit il faut que tu fasses Chanty. C'est vrai, elle connaît. Voilà, elle connaît, donc Lucie. Merci Lucie. Voilà. et puis, je te dis merde parce que c'est une super aventure, parce que je me suis régalé avec ton biscuit Génération Do It Yourself. Et puis plein de belles choses. À bientôt, Chanty. À bientôt. Bravo. Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur iTunes ou SoundCloud, à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou LinkedIn en tapant Génération Do It Yourself ou Mathieu Stéphanie. Merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast. L'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke for Free.